La promesse de cette conférence, c'est comment le classement nous permet-il de prévoir l'issue d'une rencontre sportive. Et en réalité, je vais essayer, pendant cette petite heure ensemble, et puis après vous aurez l'occasion de poser des questions autant que vous le souhaitez, c'est de travailler autour de ce triptyque là que je vous présente. Dans le milieu de la compétition sportive, il y a un concept relativement flou qui s'appelle le niveau de jeu. Le niveau de jeu, c'est la capacité à produire une performance. Alors là, je vais plutôt parler de jeu, donc on va éviter tout ce qui est athlétisme ou ce genre de choses, mais quand on pense aux sports individuels comme les sports de raquettes, les sports de combat, on peut aussi penser aux sports par équipe, football, rugby, handball et volleyball, tous ces sports-là. Il y a l'idée de niveau de jeu, soit d'un joueur, soit de l'équipe. Et autour de ce niveau de jeu, finalement, j'en arrive à cette modélisation aujourd'hui qui a 3 concepts satellites qui sont autour de ce niveau de jeu. Et je vais essayer, à travers d'un certain nombre d'exemples de certains sports et de certaines problématiques, de vous montrer un petit peu comment on peut travailler en statistique et en mathématiques, ou en tout cas en modélisation mathématique, étudier un certain nombre de questions. Alors, dans le programme qui vous a été envoyé, il y a la question, par exemple, de comment classer des joueurs au tennis ou des équipes de football. Comment ces classements permettent-ils d'établir des probabilités de victoire ou de défaite? Comment le classement permet-il d'imaginer des formules de handicap de jeu? Comment les classements s'imprègnent de la spécificité de chaque discipline sportive, de chaque sport, de chaque licencié? Voilà quelques questions auxquelles je vais essayer d'apporter des éléments de réponse ce soir. Alors, ça va se décliner comment? D'abord, je vais revenir un petit peu plus précisément sur cette idée de niveau de jeu et de ses satellites, pour qu'on comprenne un petit peu l'esprit dans lequel moi je réfléchis à ces problématiques. On ira faire un tour du côté du tennis de table, ou ping-pong, ou ping, le nom évolue au cours du temps, pour essayer de répondre à une question qui était posée il y a quelques années par la fédération, qui était de proposer de nouvelles formules de jeu au tennis de table, et en particulier imaginer une règle de handicap de jeu dans ce sport. Et puis on ira faire un petit tour du côté d'un classement relativement célèbre qui s'appelle le classement Elo, qui, de mon point de vue, est très intéressant parce qu'il va permettre de mettre en relation très directement le concept de procédure de classement dans un sport et le concept de probabilité de victoire. Et puis on ira voir quelque chose d'un peu particulier, qui est un petit peu nouveau, qui, grâce grosso modo à la vidéo et à l'informatique développée, permet de, par exemple, analyser très différemment de ce qui se fait aujourd'hui un match de football. On ne va plus regarder les buts réalisés, mais les buts espérés, donc les expected goals. Et puis on ira faire aussi un petit tour du côté des formules de tournoi, parce qu'on se rendra compte qu'en fonction de la façon dont on fait rencontrer les joueurs les uns avec les autres, eh bien, les probabilités de victoire peuvent être différentes. Bon, c'est pas inimaginable, mais ce qui sera intéressant, c'est de voir dans quelle mesure c'est le cas. Alors, j'en arrive à la notion de niveau de jeu. La notion de niveau de jeu, un joueur à un moment donné, une équipe à un moment donné, elle a un certain potentiel de victoire et de défaite par rapport à son adversaire. La question de niveau de jeu, c'est dans quelle mesure cette chose-là est relativement constante dans le temps. Est-ce qu'on a on le dit souvent pour des joueurs de tennis ou des équipes, qu'elles sont plus ou moins régulières ou irrégulières. Donc ce concept-là, il est complexe. En revanche, ce qu'on essaye de faire, c'est d'estimer, d'une certaine manière, de quantifier, d'estimer ce niveau de jeu. Et pour ça, normalement, ce qu'on met en place dans les fédérations sportives, ce sont des procédures de classement. Alors je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui font un sport, levez la main, un sport où on est classé. Est-ce qu'il y en a qui sont classés dans un sport? Voilà. Donc, pour être classé dans un sport, l'idée, ça va être toujours le même schéma. On va rencontrer des adversaires, on va gagner ou perdre, éventuellement il y aura des matchs nuls, et puis finalement, ces victoires et ces défaites vont venir vous faire évoluer votre classement. La façon dont le classement va évoluer va être éventuellement spécifique à chaque fédération, à chaque sport, pour plusieurs raisons. La première, c'est que là, si on se place d'un point de vue scientifique, il n'existe pas de procédure de classement optimale. C'est-à-dire qu'il y a des procédures de classement qui vont avoir des propriétés,
mais on n'arrive pas à avoir toutes les propriétés qu'on aimerait avoir, ou en tout cas, elles sont parfois sport dépendantes, et puis elles sont aussi par rapport au point de vue des licenciés, etc. Donc on n'a pas de théorème mathématique qui dirait voilà la procédure de classement idéale. Pourquoi on n'a pas ce genre de choses ? Parce que fondamentalement, quand on prend un sport, j'en parlerai un peu plus tard, le badminton, vous avez par exemple 100 000 licenciés hommes, et vous avez pour objectif de tous les classer les uns par rapport aux autres. Ce qu'on aurait envie de faire pour les classer les uns par rapport aux autres, c'est qu'ils se rencontrent tous, éventuellement plusieurs fois. Là, ça nous permettrait de faire des statistiques bien classiques, nombre de victoires de Jacques contre Paul, nombre de défaites, etc., nombre de rencontres. On fait une fréquence et on aurait une sorte de pseudo-estimation de probabilité. Et s'ils ont joué 1000 fois l'un contre l'autre, on aura même une certaine précision. Tout ça en supposant que les joueurs ne changent pas de niveau de jeu au cours de toutes ces rencontres, etc. Donc en réalité, nous, d'un point de vue, alors là, data et statistique, quand on va aller regarder ce qui se passe sur une saison au badminton, vous avez 100 000 joueurs qui potentiellement sont en situation de rencontrer 100 000 moins 1 joueurs. Donc ça fait un tableau énorme et en fait, on va avoir que quelques informations dans ce tableau. Et ça pose un vrai problème en termes de comment pourrait-on estimer avec une procédure de classement le niveau de jeu d'un joueur. Donc ça, c'est une des problématiques de cet exposé, c'est les procédures de classement, comment elles peuvent fonctionner, quelles peuvent être leurs propriétés. Ce qui est en revanche sûr, c'est qu'à partir du moment où on a une procédure de classement qui n'est pas idiote, ça veut dire en gros, quand vous battez quelqu'un, vous avez plutôt tendance à monter dans le classement, et quand vous perdez, vous avez plutôt tendance à descendre dans le classement, et ben, le classement de ces joueurs, avec cette procédure, doit nous permettre d'évaluer, de quantifier, d'estimer les probabilités de victoire. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur qu'est-ce qui s'est passé, mais on a deux joueurs qui vont se rencontrer, deux équipes qui vont se rencontrer. Quelles sont les probabilités de victoire et de défaite, voire de match nul de chacune des deux équipes. Donc il y a une possibilité d'équivalence, en tout cas de relation très forte entre probabilité de victoire et procédure de classement. Et puis on a un troisième élément qui vient s'ajouter aux deux autres, c'est la notion de handicap de jeu. Alors je ne sais pas s'il y en a qui faisaient du tennis parmi ceux qui ont levé la main. Oui, il n'y en a pas ? Bon. Au tennis, ce qui est assez intéressant, c'est que la nomenclature du classement actuel, qui n'a pas changé depuis le début du classement au tennis. Alors les classements au tennis, aujourd'hui ça commence à 40, puis après vous avez 35, 34, 33, enfin c'est 30/3, 30/2, 30, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2, 15/1, etc., etc. Eh bien, la nomenclature de ces classements correspondait initialement à un handicap de jeu. Quand un 15 rencontrait un 0, le 15 commençait chaque jeu à 15-0. Au tennis, c'est 15-0, 15A, 30-15, 40-15, égalité. Donc, dans l'essence même de la nomenclature du classement, il y avait l'idée de handicap de jeu, et d'ailleurs, les premières compétitions au tennis se jouaient à handicap de jeu. Ça s'est perdu, donc il n'y a plus trop de compétitions à handicap de jeu, mais on pourrait en tout cas comprendre, et on peut comprendre que un handicap de jeu, c'est quelque chose qui vient rééquilibrer les chances de victoire et de défaite. Et donc la question, c'est quel est le bon handicap de jeu ? Ben, pour avoir le bon handicap de jeu, il suffit d'avoir les probabilités de victoire et de défaite initiales, de comprendre comment on obtient une victoire dans tel ou tel sport, et là on comprend bien que ça va dépendre évidemment du sport, du mode de comptage des points. Si j'imagine un handicap de jeu au football, bah, ça va éventuellement être des buts d'avance, au basket des paniers. Au tennis de table, ce serait au tennis des points. Quand, combien, en fonction de quel écart de classement entre les joueurs. Et donc en réalité, voilà, autour du niveau de jeu, il y a trois concepts qui me semblent particulièrement pertinents et marquants. Et ce que je vais vous proposer, c'est de se balader autour de ces trois concepts sur des problèmes très concrets et de voir un petit peu comment la statistique et l'informatique, d'une certaine manière, permettent de réfléchir et de proposer des solutions. Alors, le premier sujet, ça s'affiche toujours bien, parfait, c'est donc la question c'était le juste handicap au tennis de table. Et ça, c'était un petit papier qui était sorti dans Ping Pong Mag que j'avais rédigé il y a quelques années déjà, où l'idée de départ, parce que je suis pongiste
à mes heures, c'était comment gagner contre plus fort que soi. Alors, il y a plein de solutions pour gagner contre plus fort que soi. D'abord, on peut lui faire un croche-patte avant qu'il entre sur le terrain, on peut essayer de tricher, on peut éventuellement travailler dur et en réalité devenir plus fort que l'adversaire et le battre. Bon, mais là, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'il serait possible qu'on rééquilibre les chances de victoire et de défaite au regard du fait que l'adversaire est plus fort que moi, et à ce moment-là, j'ai une vraie chance de le battre évidemment dans une formule à handicap. Donc ce ne sera pas une victoire tout à fait équivalente à une victoire classique. Et donc là, il faut essayer de voir comment, finalement, dans ce schéma que je vais vous remettre juste après, on a un objectif, c'est créer une règle de handicap de jeu, et la question, c'est qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour essayer d'y penser. Et là, en l'occurrence, la seule chose qu'on a à notre disposition, et c'est le cas en général dans toutes les fédérations, c'est la procédure de classement. Les fédérations ne donnent pas les probabilités de victoire des joueurs les uns par rapport aux autres. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt caché, qui est induit, et qu'il faudra éventuellement aller trouver. Nous, ce qu'on a en général, c'est la procédure de classement. Comment, au ping-pong, les joueurs sont-ils classés? Alors là, ce que j'aime bien, c'est que dans le règlement intérieur de la fédération, on nous donne des éléments assez clés sur l'esprit du classement. Donc l'esprit du classement au tennis de table, c'est que les deux joueurs vont arriver sur la table avec un certain nombre de points au départ qui correspondent aux points de classement des deux joueurs. D'accord? Et à l'issue de la rencontre, il y aura un échange de points entre les deux joueurs. C'est-à-dire que quelqu'un va partir avec un peu plus de points, quelqu'un va partir avec un peu moins. Alors un peu moins ou beaucoup moins, ça va dépendre éventuellement des forces en présence et de l'issue réelle de la rencontre. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième phrase. Deux joueurs ayant un même nombre de points, ou un nombre de points identique, ont les mêmes chances de gagner ou de perdre. Donc là, on comprend bien que ce classement, l'objectif du classement, mais c'est l'objectif de tout classement, si vous avez le même classement que votre adversaire, normalement, un observateur extérieur, qui n'a pas plus d'informations que ça, devrait donner une chance sur deux à chacun des deux de remporter la victoire. On rajoute aussi qu'un écart important signifie que l'un des joueurs a plus de chances de l'emporter. Donc un écart dans le classement, plus on a de points d'écart dans le classement, plus celui qui aura le plus de points a de chances de battre celui qui en a le moins. Donc en d'autres termes, le nombre de points permet de quantifier le niveau d'un joueur, donc ça revient à ce fameux point central, niveau de jeu, niveau d'un joueur, par rapport à l'autre. Alors ça ne va pas nous suffire pour établir une réflexion sur un handicap de jeu pertinent et juste. En revanche, on a un deuxième tableau. Alors, pourquoi je prends l'exemple du ping-pong? S'il y en a qui ont l'expérience des classements dans les différents sports, il y a des classements qui sont totalement incompréhensibles, sauf à être une intelligence artificielle surpuissante, ou sauf à attendre de voir comment la procédure de classement vous classe à la fin de l'année. Et puis, il y a le tennis de table, il y en a d'autres, où les règles d'échange de points sont extrêmement simples. Donc je vous décris un petit peu le tableau. Vous avez dans la première colonne l'écart de points. Ça veut dire, en gros, entre les deux joueurs classés, quel est le nombre de points d'écart. Un joueur de tennis de table au niveau régional, ça a à peu près 1300, 1500 points. D'accord? Donc ce qu'on voit déjà, c'est que la règle de classement, là, elle ne dépend que de l'écart de points entre les deux joueurs. Peu importe que vous soyez bas dans le classement et votre adversaire aussi, peu importe que vous soyez haut, c'est l'écart de classement entre les deux joueurs qui compte. Donc on a quelque chose d'assez linéaire de ce point de vue-là. Et puis ce qu'on va avoir derrière, c'est qu'est-ce qui se passe en fonction de la nature du résultat. Et là, il y a deux situations en général. C'est où le mieux classé gagne ou le mieux classé perd. Si le mieux classé gagne, ce sera à la fois une défaite normale pour le plus faible et une victoire normale pour le plus fort. En revanche, si c'est celui qui a le moins de points dans le classement qui gagne, alors ce sera une victoire anormale, et pour son adversaire, ce sera une défaite anormale. Et donc vous avez toutes les situations, alors c'est par gamme d'écart de points, ça veut dire que, je prends un exemple, voilà, on a ici un joueur classé 1400 qui va rencontrer un joueur mieux classé, 1520. Donc l'écart de points, il est entre 100 et 149, et puis si on regarde ce qui peut se passer pour le joueur le moins bien classé, là on va se placer du côté du joueur le moins bien classé, lui, il a une certaine probabilité en tout cas de gagner 10 points, ça c'est s'il bat son adversaire,
Et puis, il a une certaine probabilité, en tout cas un certain espoir ou un certain risque de perdre contre son adversaire. Et dans ce cas-là, il va perdre 3 points. Et là, normalement, ça doit déjà commencer à nous titiller en disant « Tiens, c'est curieux. Là, en gros, c'est 10 et moins 3. Si on regarde juste au-dessus, c'est moins 4 et 8. Donc, plus l'écart de points est faible, plus d'abord, entre la victoire et la défaite, on a à peu près une symétrie. Ça veut dire qu'on va gagner autant de points qu'on va en perdre. Et en revanche, si on descend dans les classements extrêmement où il y a des grands écarts, vous vous rendez compte qu'on peut gagner 40 points et l'autre peut perdre moins 29, par exemple. Alors de l'autre côté, on a 0-0. Pourquoi ? Si vous êtes très très bon et que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas très bon du tout, vous n'allez pas gagner de points et l'autre ne va pas en perdre. Donc en gros, ça ne participera pas à la règle de classement. Ça donne satisfaction, ça fait très longtemps. Le tennis de table a connu plusieurs modes de classement, mais celui-là, ça doit bien faire 20 ou 25 ans qu'il est comme ça. Il n'a pas beaucoup évolué, 1 ou 2 chiffres à la marge pour les réajuster, parce qu'on se dit, tiens, c'est peut-être un petit peu fort. Mais voilà. Et donc, ce qu'on se dit là, c'est que finalement, les points que l'un va gagner et l'autre va perdre doivent venir d'une certaine manière compenser les écarts de niveau de jeu et donc compenser les probabilités de victoire entre les deux joueurs qui sont en train de se rencontrer. Et donc, c'est là-dessus qu'on va essayer de surfer un tout petit peu. Alors, il y aura peut-être quelques équations très rapides. L'idée, c'est éventuellement de les voir. Je vous les décrirai pour que vous compreniez un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Mais ça permet aussi de se rendre compte, éventuellement, de la complexité, à certains endroits, du travail. Là, par exemple, il n'y a pas une grosse complexité. À partir du moment où on est en mesure de savoir combien de points va être gagné et perdu en fonction de la situation de jeu, eh bien, on va écrire ce qui se fait assez traditionnellement en théorie des jeux, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'on a affaire à un jeu à somme nulle. Ça veut dire que l'espérance de gain du joueur qui arrive sur la table doit être égale à 0. Cette espérance de gain, c'est quoi pour un des deux joueurs, par exemple ? C'est PA, la probabilité que le joueur A gagne, et s'il gagne, il va gagner une certaine quantité de points qu'on va appeler KA, et puis il a une certaine probabilité de perdre, et à ce moment-là, il va perdre un certain nombre de points qu'on va appeler KB. Et dans ces conditions-là, ce qu'on voudrait, c'est que ça, ce soit égal à 0. Si c'est égal à 0, ça veut dire qu'on a, comme dans toute loterie ou autre jeu, vous allez à la roulette, si vous pariez sur rouge ou noir, vous gagnez 1 pour 2, enfin 2 pour 1. Si vous pariez sur un numéro plein, ce sera 35 pour 1. Donc, en fonction de la probabilité, le gain est plus élevé. Et bien là, c'est un peu l'idée. Et là, ça permet, avec une petite formule, d'essayer d'avoir une idée des probabilités de victoire utilisées à partir du tableau. Donc ça, c'est l'idée générale de se dire, est-ce qu'avec ce tableau de classement, si effectivement les transferts de points ou les points gagnés et perdus sont justes, alors on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Eh bien, si on applique cette chose-là, alors on obtient d'abord quelque chose de pas tout à fait attendu. Enfin, pas tout à fait attendu si on n'a pas regardé très précisément le tableau d'avant. En fait, ce qui se passe, c'est que si la victoire et la défaite est anormale, ou si la victoire et la défaite est normale, en fait, il y a des points qui sont créés. C'est-à-dire que ça, beaucoup de fédérations le font, pour encourager les joueurs à faire des compétitions. Quand vous arrivez, même indépendamment des probabilités de gagner et de perdre, on va avoir une sorte de petite prime de match. Ça veut dire que même si vous rencontrez un adversaire de votre niveau, eh ben, le gagnant va partir, c'était le cas, avec 6 points, et vous allez n'en perdre que 5. Alors qu'on aurait pu imaginer que ce serait 6-6. Parce que là, pour le coup, on a 2 joueurs exactement du même niveau. Donc il y a des petites primes qui font qu'en réalité, on va se retrouver avec 2 courbes, la courbe en rouge et la courbe en bleu. La courbe en rouge nous donne finalement, par rapport à un modèle d'échange de points, les probabilités associées quand on applique la théorie des jeux à somme nulle. Et puis, en revanche, celle du bas va nous donner l'autre. Et donc, pour nous, la probabilité de victoire qu'on cherche, elle est à l'intérieur de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de s'en rapprocher? Et puis surtout, pour être capable d'avoir des probabilités de victoire, quel que soit l'écart. Pas seulement entre 100 et 150, mais 120, 125, 130, 140 points d'écart. Donc, pour chaque nombre de points d'écart, quelle est la probabilité de victoire qu'on peut construire à partir de ce raisonnement? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le milieu des petites classes. Ça veut dire que ça, c'est les points noirs. Et puis ensuite, on essaie de faire passer un modèle pas trop idiot, c'est-à-dire avec une équation qui, a priori, doit partir de 0,5 quand les deux joueurs ont le même niveau de jeu et le même classement. Donc en bas, vous avez l'écart
de points entre les deux joueurs. Donc s'il y a 0 point d'écart entre les deux joueurs, il y a une chance sur 2 que chacun gagne. Et puis ensuite, ça va aller jusqu'à 1. Plus le joueur est élevé, plus le joueur a de points par rapport à l'autre, plus il a des chances de gagner. Et donc ça, c'est première étape. On est passé de la méthode de classement à une idée théorique un petit peu, hein, de la probabilité de victoire de 2 joueurs, uniquement en fonction de l'écart de classement entre ces 2 joueurs. Quand on va avoir à chercher une règle de handicap de jeu, il va falloir aller un tout petit peu plus loin. Parce que moi, ce que je vais chercher, c'est une règle de handicap de jeu précise. Et cette règle de handicap de jeu, elle va être dépendante de quoi? D'abord, de la façon dont un joueur gagne une partie au tennis de table. Alors là, en l'occurrence, ça aussi, ça a changé au cours du temps. Avant, c'était en 21 points, 2 manches, voire 3. Là, j'ai pris le cas le plus classique aujourd'hui. C'est le meilleur des 5 manches. C'est-à-dire qu'il faut gagner 3 manches sur 5 au minimum. Donc on peut faire 3-0, 3-1 ou 3-2 vis-à-vis de l'adversaire. Et ces manches sont en 11 points. Ça, c'est important parce que on va comprendre en tout cas, et puis on comprend déjà, qu'on va essayer de mettre en relation la probabilité de victoire du match en fonction de la probabilité de victoire de chaque point. Parce que l'objectif, c'est d'imaginer combien de points on va donner au joueur le moins bien classé d'avance pour rééquilibrer les chances de victoire de la partie. Et donc pour ça, on a besoin de 2 équations. Une équation qui met en relation la probabilité de victoire du point, la probabilité de victoire de la manche en fonction de la probabilité de victoire du point, c'est la première. Alors elle se décompose comme ça. En gros, au tennis, vous pouvez gagner jusqu'à 11-9, mais en revanche, si l'adversaire a 10, pour gagner, il faut que vous marquiez 12. Et donc ça continue comme ça jusqu'à l'infini. C'est pour ça qu'on voit de temps en temps des matchs de tennis qui durent 11 heures, parce qu'on n'arrive pas à les départager. Il faut 2 jeux, 2 points d'écart. Maintenant, c'est un super tie-break. On a réglé des petites questions. Donc ça, c'est la relation entre la probabilité de victoire de chaque point et la probabilité de victoire de la manche. Et puis, la victoire de la partie se joue en 3 manches gagnantes. Et donc, on a une deuxième équation, celle du bas, où en fonction des combinaisons possibles, 3-0, 3-1 et 3-2, on est capable de mettre en relation ces probabilités. Alors là, je m'arrête une seconde parce que derrière, les équations, elles ont un intérêt en tant que tel, parce qu'elles vont nous servir à trouver les handicaps de jeu qui sont pertinents. C'est pour ça que dans les équations, il y a des petits H. C'est le niveau du handicap de jeu qu'on va aller triturer. Mais surtout, il y a déjà un problème de base. C'est d'accepter de dire que la probabilité de victoire de chaque point serait constante au cours de la rencontre. Et seulement dépendante de l'écart de classement entre les 2 joueurs. Ça, c'est pas raisonnable. Enfin, tout spécialiste de n'importe quel sport sait que, par exemple, au tennis, il y a des joueurs qui sont très forts pour contrer des balles de break. Il y a des joueurs qui, quand ils sont à 40-0, perdent jamais le point suivant, ou même à 40-30. Donc, on comprend bien qu'il y a des points qui n'ont pas les mêmes probabilités de victoire face à un adversaire donné que d'autres. Soit. Le problème, c'est que, d'abord, ça varie d'un couple de joueurs à l'autre, et en plus, j'ai aucune information pour essayer d'imaginer quelque chose de beaucoup plus fin que simplement une règle générale qui a pour objectif de définir un handicap de jeu uniquement basé sur un écart de classement. Donc de toute façon, comme il n'y a pas de règle, on sait bien que la probabilité n'est pas constante, mais la règle d'inconstance, elle n'est pas du tout identique pour chaque paire de joueurs qui va se rencontrer. Il y a des joueurs qui sont moins bien classés que d'autres et qui gagnent systématiquement contre ce joueur-là parce qu'il y a une sorte d'incompatibilité de jeu. Il y a aussi l'écart droitier-gaucher qui est assez intéressant dans les sports de raquettes. Mais donc tout ça pour dire que c'est un modèle, c'est un peu théorique, c'est un peu simplifié. L'important, c'est qu'est-ce qu'il va nous dire et qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, je fais un petit résumé parce que je sens qu'il y avait déjà pas mal de choses. Je résume. 2 joueurs, A et B. Chaque joueur a un niveau de jeu. Ce niveau de jeu, il va passer par une méthode de classement qui va nous permettre une estimation du classement du joueur, et donc une estimation aussi du niveau de jeu, donc une quantification du classement du joueur et une estimation du niveau de jeu. Les 2 joueurs ont un classement, on est capable de calculer l'écart de classement entre les 2 joueurs. Et puis là, avec cette idée de jeu à somme nulle et ce petit modèle de Bradley-Terry qui permet de lisser, parce qu'on a quand même des trous dans la raquette
si j'ose dire, par rapport au tableau précédent, eh bien, on va être capable d'avoir, quel que soit l'écart de classement, la probabilité de victoire de la partie. Avec le comptage des scores, c'est-à-dire la manière dont on gagne une partie, et ce ne sera pas la même façon au tennis, au tennis de table, au badminton, etc., par exemple, si je prends ces sports-là, on va quand même être capable d'imaginer la probabilité de victoire du point. Et là, on va essayer de faire tourner cette équation en lui injectant des handicaps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend deux joueurs de tas d'écarts de tas de probabilités donc de victoire de l'un des deux, et on met un handicap de 1 ou un avantage de 1 à l'autre. Donc le meilleur joueur, il part à 0, et le moins bon, il part à 1. Et on regarde la probabilité de victoire du match, puisqu'on a tous les éléments de l'équation. Et on regarde si on est à peu près à 1,5. Si on est à peu près à 1,5, ça veut dire qu'on a trouvé le juste handicap de jeu par rapport à l'écart de classement entre ces deux joueurs. D'accord? On ne sait pas du tout ce qu'on va obtenir. Parce qu'il n'y a rien jusqu'à présent qui nous dit qu'est-ce qu'on peut obtenir. Et ça fait partie des petits miracles. C'est pour ça que je raconte l'histoire, parce que il y a un petit biais de sélection dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est plutôt les trucs qui ont bien marché. Il y a aussi des trucs qui n'ont pas bien marché, et ça, évidemment, en recherche, on les montre moins. On en parle quand même, parce que ça permet aux autres d'éviter de partir dans cette direction-là si on pense qu'elle est vraiment pas bonne. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que en recherchant les handicaps et en les mettant en relation avec les écarts de classement, on obtient quelque chose de franchement linéaire, epsilon près, et avec une règle finalement qui est très simple. La règle, c'est pas tout à fait celle qui est en dessous, parce que je vais vous expliquer pourquoi là, celle qui est en dessous est un peu modifiée, mais l'idée c'est de dire, en gros, s'il y a 100 points de classement d'écart, il semble juste de donner au joueur le plus faible 1 point de handicap de jeu à chaque manche. C'est-à-dire il commence chaque manche à 1-0. Donc la marque, c'est 1-0. Arrivé à la table, 1-0, et puis on va jusqu'à 11. Après, on suit la procédure normale, et on fait ça à chaque set. Et puis s'il y a 200 points d'écart, alors c'est 2 points de handicap. Et si c'est 300, c'est 3 points de handicap. Donc cette linéarité-là, on ne s'y attendait pas. Voilà. Alors on peut imaginer que c'est un peu courbe. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas donner un handicap de 11 points, parce que si on donne un handicap de 11 points à un joueur, ça veut dire qu'il a déjà gagné la manche, et donc qu'il a gagné la partie, et ce n'est pas vraiment l'idée. Donc il faudra bien s'arrêter à un moment. Et j'en arrive du coup à la règle de handicap de jeu qu'on a proposée. La règle de handicap de jeu qu'on a proposée, on a dit, OK, on ne peut pas non plus demander à un joueur très bien classé de jouer contre un joueur moins bien classé et qu'il ait 0 avantage. Donc on va laisser un tout petit avantage plutôt psychologique. Ça veut dire qu'on dit entre 0 et 99 points, on aurait pu couper, on aurait pu dire entre 0 et 50 d'écart, c'est 0. Entre 50 et 150, c'est 1 point de handicap. On aurait pu faire une règle un tout petit peu plus décalée en faveur du moins bon. Là, on l'a fait un tout petit peu décalé en faveur du meilleur, mais bon, c'est pas énorme. Mais voilà, la règle qu'on a proposée, c'est la suivante. Moins de 100 points d'écart, il n'y a pas de handicap de jeu, donc vous jouez normalement. Si on est entre 100 et 199, il y aura 1 point pour le joueur le moins bien classé. Et puis on va s'arrêter à 7 points. Ben là, c'est des discussions qu'on a eues avec des spécialistes du tennis de table en disant, bon, au-delà de 7 points, il est possible que le joueur le moins bon change complètement de façon de jouer. Le joueur, le meilleur, change aussi. Donc on n'a plus une rencontre. En gros, il y a trop d'écart de toute façon entre les deux joueurs pour que la compétition ait un sens. Voilà. C'est un peu comme si je jouais contre Nadal au tennis et qu'en gros, lui, il a 3-7 à gagner et moi, j'ai 1 point à marquer. Je pense que je ne vais pas jouer comme d'habitude et lui non plus. Donc, de toute façon, je pense que ça n'a aucun intérêt. Alors, ce que j'ai mis en bas de slide, c'est OK, ça c'est très bien, on a réfléchi, on a raisonné, mais est-ce que ça marche? Parce que comment ça se passe dans la vraie vie? Est-ce qu'on a capté les bonnes choses? Et puis, est-ce que face à des matchs à handicap, les joueurs vont se comporter un peu, et est-ce qu'on va donc, d'une certaine manière, observer ce rééquilibrage tant espéré? Alors, j'ai pas beaucoup de data, mais j'en ai quand même quelques-unes parce qu'on a réussi à mettre en place, c'est pas facile, hein, de solliciter les gens dans un tournoi payant de compétition de tennis de table pour venir tenter une expérience à handicap de jeu, parce qu'en réalité, c'est assez frustrant pour le joueur le mieux classé de perdre
contre un joueur moins bien classé, même s'il n'y a pas d'enjeu derrière. Il n'y a pas d'enjeu de classement derrière, alors qu'on pourrait même imaginer des enjeux de classement derrière. On pourrait classer les gens dans des matchs à handicap. C'était le cas au tennis à une époque. Enfin bref, là, il y a eu quand même beaucoup de matchs, je crois une centaine au total. Il y en a 44 qui ont été des matchs avec handicap de jeu. Et sur les 44 matchs avec handicap de jeu, il y en a eu 17 remportés par le moins bien classé et 27 par le mieux classé. Et si on fait un petit test pour voir éventuellement si l'écart, parce qu'il y a quand même un écart, est-ce qu'il est significatif? Pas encore. Donc, rien ne me dit aujourd'hui que la procédure ne serait pas raisonnable. D'accord? Et il y a un petit élément pour me dire que finalement, ça n'a pas trop mal marché. Alors, ça n'a pas trop mal marché parce que si je regarde par exemple handicap 4, donc ça c'est le tableau de gauche, je vois qu'il y a eu 14 rencontres et il y a eu 8 victoires du moins bien classé. Croyez-moi que s'il n'y avait pas eu du handicap de jeu, il y en aurait eu même pas une, peut-être une. Donc clairement, évidemment, ça avantage. Le handicap de jeu, ça avantage. Et ça semble rééquilibrer un petit peu. Et puis on voit aussi qu'il y a des matchs en 3 manches, en 4 manches, en 5 manches. Pourquoi je regarde ça aussi? Parce que 2 joueurs qui ont le même niveau de jeu, ils vont avoir tendance à aller en 5 manches. Ils vont avoir tendance, comme chaque manche est relativement indécise, il y a plus d'espoir qu'il y ait 5 manches. Voilà, donc ça c'était un premier exemple où on essaye de faire un petit peu le tour de ce triptyque, à la fois en partant du classement, essayer de trouver des probabilités de victoire et d'imaginer une règle de handicap de jeu. Ce que je vous propose, c'est de partir sur un autre sujet, un peu différent, mais toujours avec cette idée de classement d'un côté et de victoire. Et je bois un petit coup. Alors là, on va parler football. Mais en fait, on pourrait parler d'autres sports, mais on va avoir une application sur le football. Ça, c'était un article que il m'arrive d'écrire dans le magazine Tangente. Je ne sais pas s'il y en a qui le croisent, ce magazine. C'est un magazine de vulgarisation mathématique. Tangente, l'aventure mathématique. Et il y a 2 ans, j'avais envie de reprendre le titre d'une émission célèbre qui s'appelait On refait le match, non? Elle a existé, c'est là? Et donc là, j'ai dit, et si on refaisait le match? Et l'idée, c'était d'essayer de montrer un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait avoir, parce que c'est pas classique au football de voir des classements d'équipes. On a quand même des rangs de classement, mais c'est pas des points attribués à chaque équipe. Et donc derrière la notion de probabilité de victoire d'une équipe par rapport à l'autre, alors évidemment, tout ce qui est paris sportif s'intéresse beaucoup à ce genre de questions. C'était moins le cas pour le tennis de table, puisque le but c'était une règle de handicap de jeu. Mais là, au football, entre les paris sportifs et l'idée de victoire, de match nul d'ailleurs, et de défaite, c'était intéressant de proposer une petite réflexion autour de ça. Alors, ça me donne l'occasion d'abord de vous présenter quelque chose qui est honnêtement fondamental dans les problèmes de classement dans le sport, et pas seulement dans le sport. C'est un classement qui commence maintenant à avoir plus de 60 ou 70 ans, qui a été inventé par un monsieur Hello. J'ai plus le prénom qui me revient, si vous l'avez. Non? Bon, il s'appelait Hello. Et il propose son classement à la fédération d'échecs. Alors, les joueurs d'échecs sont quand même réputés pour être plutôt à la fois comment ils ont des algorithmes très puissants dans la tête, ils font des calculs incroyables. Et donc, arriver à proposer une méthode de classement pour les joueurs d'échecs qui serait acceptée par la fédération d'échecs, c'est quand même déjà un succès. Et ça a été le cas, et c'est la fédération internationale d'échecs qui a été la première, à ma connaissance, à vraiment utiliser et déployer le classement Elo. Alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce classement Elo? Eh bien, c'est qu'à la fois, il va proposer une méthode d'attribution de points, d'échange de points entre les deux parties. Ça peut être des équipes, ça peut être des joueurs, ça peut être ce qu'on veut. Et que cet échange de points, il est directement, lui, associé aux probabilités de victoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement symétrique, de complètement simultané entre les points qui vont être attribués et les probabilités de victoire. C'est ce que j'ai essayé de faire dans l'exemple précédent, moi, en utilisant mon petit jeu à somme nulle pour essayer de mettre en relation les deux. Là, c'est instantané. Alors, ça fonctionne comment? Bien, l'idée, c'est que quand on a une équipe de référence I qui va rencontrer une équipe J, elles vont s'échanger un certain nombre de points. Alors là, c'est un certain nombre de points, c'est le même nombre de points. C'est vraiment un échange, l'idée.
Alors, c'est pas tout à fait. On est capable de déterminer pour chaque équipe le nombre de points qu'elle va garder ou rendre en fonction de l'issue du match. Et là, on a besoin quoi? On a besoin d'une espèce de facteur qui va dire quelle est l'amplitude des points qui s'échangent. Est-ce que c'est de l'ordre de 10 points, de l'ordre de 50 points, de l'ordre de 100 points? Donc ça, c'est un paramètre que chaque fédération ou que chaque méthode de classement peut venir moduler pour avoir un classement plus ou moins volatile. J'ai une victoire importante contre un joueur important, est-ce que je gagne beaucoup de points ou est-ce que j'en gagne pas énormément? Après, le rapport avec ce que l'autre va perdre sera le même, ce sera proportionnel. Et puis dedans, il y a juste un écart entre quoi? Un écart entre le résultat observé et le résultat attendu. C'est-à-dire qu'on va être dans la situation, on va dire, ces deux équipes, elles ont un certain classement, et donc il y a une issue espérée, et il y a même une probabilité de l'issue espérée, puisque le classement est fondé sur l'idée de probabilité, donc on est capable d'avoir cette probabilité ou cette espérance de l'issue qui s'appelle ici EIJ, et on peut faire la différence. Et c'est cette différence qui va venir donner la base des points qui vont être conservés ou voire perdus. Alors, si je prends OIJ, c'est la première partie, c'est simple. En général, ça vaut 0 ou 1. Défaite 0, victoire 1. Et puis, si vous avez des sports où il y a éventuellement des matchs nuls, il n'y en a pas tant que ça, des sports où il y a vraiment des matchs nuls. Là, le football, c'est en gros entre 25 et 30% de matchs nuls, parce que ça peut être 0-0, 1-1, 2-2, etc. Mais si vous prenez le basket, c'est déjà plus rare, le rugby aussi, et puis il y a même des sports où il n'y a pas de match nul. Au tennis, ça dure 11 heures, mais il y aura forcément un gagnant. Donc, l'idée, c'est que c'est en général 0 et 1, mais il peut y avoir éventuellement le 1,5 qui serait le match nul. Et puis de l'autre côté, il va y avoir du coup cette probabilité ou cette issue espérée qui va être donnée par une formule qui est vraiment la formule caractéristique du classement Elo. Donc cette formule, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, l'idée c'est d'avoir un nombre entre 0 et 1 parce que ça va être aussi une probabilité. L'issue espérée, c'est en gros le nombre entre 0 et 1 qu'on va comparer avec l'issue réelle qui vaut ou 0, ou 0,5, ou 1. Et donc c'est au numérateur 1 et au dénominateur un nombre au moins aussi grand que 1, voire plus grand que 1. Ça permet d'avoir un nombre entre 0 et 1. Et puis ce qui rentre dans cette formule, et qui est fondamental, c'est l'écart de classement Elo entre les deux joueurs. Donc on est sur cette idée toujours que le rapport de force entre les deux équipes va se caractériser par un écart de points qui sera produit lui-même par le classement Elo. Et donc on a cette capacité à la fois à donner une règle de classement et avoir instantanément les probabilités associées. Et là, je vous fais un exemple, parce que ça, c'est à peu près ce qui se passe au foot. Quand on crée des classements Elo, alors, on n'en voit pas beaucoup en vrai, mais pour les spécialistes du pari sportif, vous allez voir des classements sur des sites de paris en ligne, des classements Elo. Quand on est sur les jeux vidéo, il y a des classements Elo dans à peu près tous les jeux, et en particulier sur FIFA, etc. Quand on cherche les équipes, etc., il y a des classements Elo qui existent. Et puis on verra un peu plus tard qu'en plus, c'est un bon prédicteur, effectivement, de la victoire ou de la défaite. En tout cas, c'est pas le plus mauvais, c'est normal. Il est fondé, le classement, sur l'idée de probabilité de victoire et de défaite. Donc, si on l'utilise pour prévoir la victoire ou la défaite, normalement, ça marche pas mal. Alors, je vous le dis tout de suite, ça reste du football. C'est quand même le sport le plus imprévisible du monde. Il y a très peu de buts. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'aléatoires dans le football. Il y en a moins dans le rugby. On croise les doigts pour la suite. Et puis, alors, j'en profite là pour le moment. La question du classement d'une équipe, c'est que c'est très joueur dépendant. C'est-à-dire que vous alignez une équipe avec 11 joueurs au départ, et puis vous savez qu'il y a des joueurs qui joueront pas, et puis la semaine d'après, c'est pas les mêmes joueurs, et en même temps, vous avez un classement qui est le même. Donc de toute façon, quand on veut faire de la prévision sur ce genre de problématique, le classement Elo, ça va pas suffire, parce que ça donne un niveau moyen de l'équipe à un moment donné, mais qui est lié en gros à la participation moyenne de tous les joueurs en proportion de leur participation. Donc quand ils sont là ou pas là, parfois ça peut changer vraiment l'enjeu, et c'est tout le travail là de complément qu'il y a derrière pour arriver à avoir une probabilité de victoire plus précise. Tout ça pour dire que les courbes ressemblent à ça. Donc vous avez les deux courbes en rouge, elles sont forcément en opposition parfaite, parce que plus l'un a des chances de gagner, plus l'autre a des chances de perdre. Et au milieu, et c'est ça qui est intéressant, vous avez la probabilité du match nul.
Donc là, elle est en gros calée pour être à peu près autour de 0,25 parce que c'est les stats qu'on observe éventuellement dans certains types de matchs de football, parce que ça dépend aussi éventuellement de la D1, la D2, enfin, on peut imaginer des choses, ou la Ligue 1 plutôt. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette probabilité de match nul, ben, elle tombe pas à 0, même quand l'écart de points entre les deux équipes est très fort. Donc même s'il y en a une qui a une très grande probabilité de victoire, et l'autre très faible, bah, ce match nul-là, il est encore heureusement plus probable que la victoire. Hein. C'est normal qu'on ait le match nul entre les deux courbes, mais ça reste très présent. Et ça, quand on veut prédire la victoire, la défaite ou le match nul, on comprend que ça ne va pas être simple. Il y a des courbes qui sont parfois beaucoup plus propres. Alors, le classement Elo, vous l'avez compris ici, il est basé jusqu'à présent sur l'idée qu'on va regarder qui a gagné, qui a perdu, ou éventuellement s'il y a eu match nul. Mais on a compris aussi qu'au football, le résultat, il n'est pas forcément parlant. C'est-à-dire que 1-0, ça peut être aussi un coup de chance. Et donc, il y a des choses qui arrivent maintenant sur le marché, on va dire ça comme ça. C'est un des outils qui s'appelle l'expected goal. C'est le premier hein, qui est arrivé. Il y en a d'autres depuis. Ça se développe énormément. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est plus de regarder le match ou le résultat du match en termes de nombre de buts marqués. Là, c'est l'exemple d'un match Bordeaux-PSG qui s'est fini par 2-2. Et si on analyse, parce qu'on a d'énormes bases de données sur toutes les situations de jeu, et en particulier les moments où quelqu'un déclenche une tentative de but, voilà, on va appeler ça comme ça, déclenche une tentative de but, et ben en fonction de la position dans laquelle il est sur la zone, en fonction de quoi avec éventuellement il frappe, en fonction du joueur éventuellement dont il s'agit, on peut faire des stats sur le passé pour dire, ben tiens, je vais essayer de trouver un Mbappé à 6 mètres du but, avec personne devant lui, la probabilité qu'il marque, elle est de 92%. OK. Parce qu'on en a vu des situations comme ça plein. Donc ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, alors ça c'est des sites hein, qui le font, j'y reviendrai après, mais c'est de nous donner finalement non pas ce qui s'est passé en termes de résultats à la fin du match, mais ce qui s'est passé pendant le match, en regardant quelles étaient au fur et à mesure du temps du match les probabilités de buts marqués. Et donc là, on a ces fameux expected goals qui sont au final pour le Paris Saint-Germain de 1,54 et de 0,65 pour Bordeaux. Le score final, ça reste 2-2. Hein. On refait pas le match vraiment. Mais en revanche, ce qui s'est passé pendant le match, c'est plutôt 0,65 et 1,54 que 2-2. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que ce ne serait pas ça qui pourrait nous permettre de classer ? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas classer sur les résultats espérés que sur les résultats réels ? Est-ce que finalement, ça change quelque chose ou pas ? Alors, c'est la question qu'on s'est posée. On est allé récupérer, là j'avais un étudiant particulièrement fort pour aller récupérer des données dans des lieux bien cachés, en masse. Là, il n'y en a pas énormément, mais bon, il y a à peu près 1700 matchs. On est entre 2014 et 2018. On a tous les matchs de la Ligue 1. On a, mois par mois, ça ce sont les colonnes en bleu, le nombre de rencontres dans le mois. Et puis vous avez deux courbes. Une courbe des nombres de buts moyens marqués sur l'ensemble des équipes, hein, sur le mois, et le expected goal moyen calculé sur le même mois. Ce qu'on voit, c'est que les courbes sont relativement proches l'une de l'autre. C'est normal. Les expected goals, ils sont construits sur des statistiques où, quand le joueur était là, il a marqué, on a mis 1, et quand il n'a pas marqué, on a mis 0. Donc c'est normal que ces deux courbes, elles se rejoignent, elles se croisent. En revanche, la question qu'on s'est posée, c'est dans quelle mesure, en travaillant d'une part avec les résultats réels et d'autre part avec les résultats attendus, ou en tout cas ce que le match et ce qui s'est passé dans le match pouvait laisser espérer comme issue, même si c'est des chiffres après la virgule, hein, que ça n'a pas de sens, hein, il n'y a pas de demi-but au foot. Je ne sais pas si on marque de la main, ça dépend. Et donc, on essaie de regarder ça. Alors, il y a juste une petite manip à faire, j'insiste pas trop, je vois le temps passer aussi. La manip, c'est qui consiste à dire à partir de quel moment de l'expected goal on va considérer qu'il y a match nul. Parce que quand il y a un écart d'expected goal
qui est de 0, ça n'existe pas, donc on va avoir peut-être 0,1, 0,2, 0,3. Alors on a cherché la valeur qui nous paraissait la meilleure et on a trouvé 0,36. Ça, c'est pour essayer d'être le mieux possible par rapport à la situation réelle. Alors là, je ne vais pas décrypter le modèle, mais l'idée, c'est qu'il existe des modèles, et ils sont assez intéressants. Alors, ils ne sont pas du tout fondés sur le sport, hein. On a testé des modèles de type attaque-défense, on essaie d'évaluer les forces de l'attaque, les forces de la défense, avec des stats, évidemment, on fait des choses. Mais en fonction de chaque problème de prévision, eh ben il se trouve que ce n'est pas forcément le modèle le plus intelligent sportivement qui donne les meilleurs résultats statistiques. Et là, il y a un modèle qui marche pas mal, ça marche très bien en rugby, pour des classes de résultats de match. Et là, l'idée, c'est de construire un modèle qui va essayer de nous prédire la probabilité de 1, donc victoire à domicile, la probabilité de N, match nul, et la probabilité de 2, 1, N2. Et c'est un modèle, alors c'est toujours un peu classique, c'est des probas, donc il y a un numérateur avec un dénominateur plus grand que le numérateur. Et puis surtout, on va venir mettre cette différence de classement Elo qu'on va avoir construit, le classement Elo, soit en utilisant les buts réels, soit en utilisant les buts espérés. Je vous montre ce que ça donne. Et ben, ça donne le résultat suivant, c'est-à-dire que, je vous le décris rapidement, mais vous avez donc les 1700 matchs, les 716 matchs qui ont servi à étudier la qualité des résultats, et vous avez sur la partie gauche les prévisions ou les pourcentages de bonnes prévisions à partir des résultats réels, et à droite à partir des résultats espérés ou estimés. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Ce qu'on voit fondamentalement, c'est que, en gros, quand il y a une victoire à domicile, on la prévoit à peu près dans 51% des cas d'un côté, 56% des cas de l'autre. Rien d'extraordinaire. On voit que les matchs nuls, on a beaucoup de mal à quand même à les prévoir proprement, même si, parce que la probabilité, en gros, c'est 26%, 27%. C'est normal, c'est super dur de prévoir un match nul. Alors, le match nul, ça se produit quand ? Quand les équipes sont plutôt du même niveau, mais ça peut se produire éventuellement ailleurs. Et puis surtout, entre un match nul et une victoire ou une défaite, il n'y a pas grand-chose. Donc de toute façon, il ne faut pas nous demander l'impossible. En tout cas, en n'utilisant que cette information-là pour faire des prévisions. Le résultat global de l'analyse, c'est qu'en fait, on obtient à peu près le même type de qualité de prévision, que ce soit avec les buts réels ou avec les buts estimés. En revanche, pour un match donné, on n'obtient pas du tout les mêmes prévisions. Et c'est ça que je vous ai montré en bas avec le nuage de points, c'est-à-dire que en moyenne, j'ai pas plus de bonnes ou de mauvaises prévisions, mais je prévois pas les mêmes choses pour les matchs, en fonction du fait que j'ai utilisé l'un ou l'autre. C'est-à-dire que sur 100 matchs, je vais en prévoir bien 30, mais c'est pas les 30 mêmes. Donc là, ça pose une vraie question, c'est de savoir dans quelle mesure, finalement, en changeant la méthode d'apprentissage du modèle, parce que c'est ça qu'il y a derrière, eh bien, je change quand même, non pas en moyenne mes bonnes prévisions, mais en revanche, par rapport à un match donné, fondamentalement, je peux changer vraiment beaucoup le résultat. Il y a des valeurs où on est à 0,2 ou 0,8 sur les probas, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. La morale ici, c'est on a peut-être des tas de manières d'affiner la prévision d'une probabilité de victoire, ou en tout cas la prévision de l'issue d'une rencontre. Que le classement Elo, ça reste bien, parce que je peux vous dire que si vous mettez aucune data, vous allez être pire que ça, hein. La seule chose que vous pouvez peut-être tenter, c'est le 25% de match nul, parce que ça marche bien. La petite anecdote, on est en 98, avec quelques... Je finis ma thèse. On est avec quelques collègues, je travaillais en collaboration avec la CAF, pour des problèmes... bref, peu importe, de RMI entre autres. Et un de mes copains dit, tiens, on va faire une compétition, parce qu'il y avait des statisticiens, on fait une compétition de paris sportifs sur la Coupe du Monde, ça devait être du football, j'imagine, 98. C'était même chez nous, non ? Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'il a dû avoir cette idée-là. Moi, j'y connais rien en football, toujours pas, je vous promets. Et surtout, j'avais pas envie de passer des centaines d'heures à devenir bon en pronostiqueur de football. Donc j'ai pris les résultats du passé des équipes, je me suis fait un classement de la meilleure à la moins bonne, et à chaque fois qu'il y avait une rencontre, je disais, c'est simple, la meilleure va gagner contre la moins bonne 1-0. Parce que la procédure qui consistait à
donner des points à celui qui avait trouvé le bon pronostic. Ça dépendait aussi, est-ce qu'il avait trop d'écart de match. Et il se trouvait que 1-0, c'était 30% des matchs. Et donc j'ai gagné la compétition, n'y connaissant rien au football, simplement en comprenant deux choses. Vraisemblablement, en jouant 1-0, si en plus j'ai le bon sens, je vais faire le score parfait sur le match. Alors qu'ils étaient là avec leur 1-2, etc. Enfin, bon, tout ça pour dire que ça sert quand même de éventuellement juste classer si on veut avoir des idées de prévision. J'avance parce que je vois l'heure tourner. Pour moi, il est 50 minutes. J'ai encore une dizaine de minutes. Quelle heure est-il ? À l'heure. Ah oui, 10 minutes, oui. Parce qu'on a commencé un tout petit peu en retard. Juste pour vous dire que, et ça c'est très stratégique, que les probabilités de victoire, c'est fondamentalement dépendant, vous l'avez compris, au ping-pong, en combien de manches, en combien de manches et combien de points par manche il faut pour gagner. Quand on prend les sports par équipe, mais c'est vrai aussi pour les sports individuels, quand on fait des tournois, il y a plein de formes de tournois différents. Donc là, je vais vous présenter 3 formes de tournois et je vais vous montrer comment, avec des mêmes équipes en présence, on peut se retrouver avec des probabilités de victoire qui diffèrent fortement. Donc, maintenant on est habitué, donc voilà, je vous présente les équipes A, B, C, D. Elles ont des classements Elo. Et à partir de ces classements Elo, on est capable mathématiquement de donner les probabilités de victoire de chaque équipe contre chaque équipe. Donc si je regarde, a priori, l'équipe B, elle a une probabilité de 0,64 de battre l'équipe A. Ah, ça tombe bien, elle est mieux classée. Mais elle a une probabilité de 0,36 de battre l'équipe C. Ça marche ? Donc avec mes 4 petites équipes et leur petit classement Elo, hop, j'ai une probabilité. Je propose le tournoi suivant. A va rencontrer B, C va rencontrer D, et puis les vainqueurs vont se rencontrer, et le vainqueur sera le gagnant. Et on s'intéresse à la probabilité de victoire de chacune des 4 équipes. Alors je vous donne un exemple, en tout cas ça se calcule là assez facilement. Pour que A gagne, il faut qu'il batte B, ça c'est très facile, et puis ensuite il faut qu'il batte le vainqueur de CD. Et voilà. Et en fonction des probabilités que C batte D, etc. Et là, on trouve 0,066. Moralité, dans cette procédure-là de tournoi, le joueur classé A, qui est le moins bien classé, il a un peu plus de 6% de chance de gagner. Ça, c'est ce qu'on appelle un tournoi à élimination directe classique. Il existe d'autres formes de tournois. Par exemple, là, on a un tournoi à compression. Alors ça, c'est très classique au tennis. Au tennis, quand vous jouez, c'est comme un relais, c'est-à-dire que vous attendez qu'il y ait un match qui soit joué avant, entre des gens moins bien classés, et le vainqueur, vous le rencontrez. En général, vous jouez donc en contre-performance une fois, et puis ensuite, vous allez rencontrer un joueur normalement mieux classé. Donc ça, c'est l'idée au tennis. Là, pour le coup, je suis obligé de respecter la règle. A va rencontrer B, puis C va rentrer, puis D va rentrer. Et là, on peut calculer la probabilité de A. Rappelez-vous, c'était 0,06, là on est à 0,01. Donc là, pour le coup, le tournoi à compression, pour A, c'est pas bon du tout. Je ne vous ai pas donné les autres probabilités tout à l'heure parce que je vais faire une synthèse. Mais on est capable de calculer les probabilités pour les 4 joueurs de gagner sur ce système-là. Après, on peut inventer des tas de trucs. Là, on invente, ça existe, hein, mais on peut avoir l'idée de dire, attention, on peut perdre un match et être récupéré dans un tableau de consonantes, mais un tableau de consonantes qui revient dans la partie initiale. Donc en gros, A, là ici, il peut perdre contre B. À ce moment-là, il va se retrouver en P1, et puis il va attendre le match C contre D, et le perdant va se retrouver en P2. Ils vont se rencontrer, et puis finalement, A, qui aurait perdu son premier match, il pourrait éventuellement gagner. Alors, pas avec une grosse probabilité, vu que c'est le moins bon, mais on a cette idée-là. Donc il y a ici des trajectoires de victoire en fonction des joueurs. Alors là, pour calculer les probabilités à la main, c'est un petit peu plus lourd parce que des combinaisons, il y en a beaucoup. D'accord ? Mais ça se fait quand même, et on est en mesure de voir finalement ce qui se passe en fonction des 3 types de tournois. Donc je vous ai mis les 3 types de tournois en bas. Je vous ai mis les probabilités de victoire de chacun des 4 joueurs. Qu'est-ce que j'observe là ? J'observe que clairement, le premier, celui à élimination directe, celui qui est le plus à gauche, c'est celui où il y a le moins d'écart de probabilité entre les victoires des joueurs. Il y en a, ils ne sont pas au même classement, mais c'est là où il y en a le moins. Et en revanche, si je prends le tournoi à compression, celui qui est un peu le cas au tennis, vous voyez que finalement, le meilleur a sa probabilité de victoire qui est très augmentée. Donc là, l'idée,
c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'en fonction de la façon dont on organise la victoire, là on est en train de faire du rugby, d'abord il y a des poules, puis il y a des éliminations directes, on comprend qu'en tout cas, c'est pas neutre. Le fait d'avoir des têtes de série, de positionner les gens dans le tableau en fonction de leur classement pour éventuellement ou homogénéiser ou au contraire donner plus de chance aux meilleurs. Ou éventuellement, au moins, bon là en l'occurrence, le premier tableau, c'est finalement celui qui est le plus favorable au moins bon. C'est lui qui lui donne la plus grande probabilité de gagner, même si elle est très faible. Ce qu'on va regarder, c'est si on change un tout petit peu les classements des joueurs. Là, j'avais 300, 400, 500, 600. Là, j'ai 300, 400, 400, 500. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'à partir du moment où deux joueurs ont le même classement, ils aient les mêmes chances de gagner, quelle que soit la formule. Mais non, ça ne marche pas. Parce que ça va dépendre qui va rencontrer au premier tour, parce qu'on ne peut pas rencontrer tout le monde. Donc dans une poule, ça marcherait. Mais là, en revanche, on n'arrive jamais à l'équilibre. Et ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, la première formule la plus à gauche est favorable au joueur B, qui est en orange, alors que la dernière est plutôt favorable au joueur C. Je parle des deux joueurs qui ont le même classement. Donc, réflexion sur comment on organise les tournois, comment on choisit les têtes de série, comment on les positionne, pour imaginer faire les choses comme on le souhaite en tout cas. Donc, il y a une possibilité. J'en arrive aux conclusions. Alors, conclusion, finalement, dans l'exemple de la construction d'une règle de handicap de jeu au tennis de table, on est parti de la procédure de classement, on est allé vers la probabilité de victoire, mais il a fallu construire une théorie, et on est arrivé à la règle de handicap de jeu qu'on a pu aller expérimenter au moins. Jusqu'à preuve du contraire, elle paraît pas mal. Quand on parle du classement Elo, là, on est vraiment dans une espèce de symétrie et d'équivalence totale entre procédure de classement et probabilité de victoire. Et puis là, je suis en train de travailler avec la Fédération française de badminton. Je leur ai demandé l'autorisation de vous en parler 2 minutes. La Fédération française de badminton a un classement très particulier, très complexe, basé finalement sur le classement international. Et une fédération, ça s'interroge surtout sur le classement, une fédération française, ça s'intéresse surtout sur le classement de la masse de ces joueurs qui ne sont pas du tout au niveau international. Donc aujourd'hui, il y a une procédure qui est calquée sur le niveau international pour le niveau local, départemental, régional et national. Et donc il y a une vraie réflexion qui s'est engagée. Et donc là, je vais vous montrer le chemin en essayant de partir de la probabilité de victoire pour aller vers une proposition de procédure de classement. Alors, pour avoir une idée des probabilités de victoire, il se trouve qu'au badminton, les classements, il y a des points derrière, mais c'est en gros N1, N2, N3, c'est les nationaux, R4, R5, R6, c'est niveau régional, et D7, départemental, et P, c'est promotionnel. Et donc là, quand on travaille avec une fédé, on a la chance de pouvoir récupérer des tableaux de dotés. Là, c'est la synthèse du nombre de victoires et défaites de chaque catégorie par rapport à l'autre. Par exemple, si je regarde des N3 qui rencontrent des N1, eh bien, il se trouve que sur les 194 plus 19 rencontres qui a eu lieu, le N3 l'a gagné que 19 fois et le N1 194 fois. On sent bien qu'il y a un rapport de probabilité, en gros, il est autour de 0,91. Donc ça va me donner une estimation de la probabilité qu'un N3 batte un N1 ou qu'un N1 batte un N3. Et avec tout ce tableau-là, alors vous voyez que là où il y a peu, par exemple, un N1 n'a jamais rencontré un P11 ou un P12. C'est normal. C'est normal que les matchs se concentrent quand même sur la diagonale et qu'il y ait beaucoup plus de victoires pour le joueur le mieux classé que le joueur le moins classé. Ça nous rassure sur le fait que c'est une procédure de classement qui classe correctement les joueurs. Alors, ce qu'on est en possibilité de faire, c'est d'essayer de mettre en relation toutes ces probabilités qu'on va calculer avec le tableau précédent, avec un modèle de classement Elo. C'est-à-dire dire quel serait le modèle de classement Elo qui reproduit grosso modo les probabilités de victoire et de défaite telles qu'on l'a observé dans le tableau d'avant. Et ça, c'est la réponse obtenue par rapport au classement Elo. Alors, c'est pas parfait partout. Ce qu'on aimerait bien, et c'est fait comme ça, c'est que les points d'une couleur soient exactement alignés avec la courbe de la même couleur. Sauf que c'est pas possible pour 2 raisons. 1,
D'abord parce que le classement du badminton, il donne peut-être pas des probabilités exactement linéaires, parce que là, le classement Elo, vous voyez, hein, les courbes en fait, sont relativement parallèles, si je peux avoir cet abus de langage. Et le classement, il ne fait pas forcément exactement ça. Et puis deuxièmement, ce ne sont que des statistiques, c'est-à-dire que là, j'ai des matchs, parfois j'en ai pas non plus une infinité, donc les chiffres que j'ai, les petits points que j'ai, ils ne sont pas forcément une précision absolue. Tout ça pour dire que aujourd'hui, c'est la piste sur laquelle travaille le groupe de travail, pour le coup, de la Fédé de badminton dont je fais partie, pour essayer de proposer une nouvelle procédure de classement. Ça veut dire qu'il va falloir reclasser tout le monde, ça veut dire qu'il va falloir voir comment ça évolue dans le temps. Et là, c'est intéressant, et je finis là-dessus. Ça, c'est la fédération de bad qui s'est dit, mais moi, en réalité, j'ai besoin d'indicateurs de ce que c'est qu'une procédure de classement. Et donc, j'ai besoin de savoir si la procédure représente bien le niveau réel des joueurs. Donc, c'est vraiment l'idée. Est-ce que la procédure de classement, elle estime ou elle donne des classements qui permettent d'avoir des probabilités de victoire qui sont justes? Est-ce qu'elle permet un maximum de types d'opposition? Là, la vraie révolution, l'objectif, c'est de enfin pouvoir faire des simples mixtes avec des joueurs et des joueuses qui seraient classés sur le même mode de classement. C'est le cas au tennis de table, hein. Et qu'en fait, il puisse y avoir des échanges de points et des nouvelles formules de jeu mixtes en simple. Ça existe déjà en double, il y a le double mixte, il y a le double homme, il y a le double femme, mais il n'y a pas encore le simple mixte. Donc ça, c'est l'idée. Être compréhensible, c'est fondamental. En réalité, la vraie problématique de toutes les fédérations, et parce que les joueurs se plaignent, c'est on ne comprend pas votre méthode de classement, et du coup, on a du mal à se projeter, on a du mal à savoir comment on pourrait optimiser notre saison, notre classement, etc. Il faut qu'on puisse la comprendre. Et là, par exemple, sur l'analyse alors, c'est pas la procédure actuelle et c'est ni la procédure qu'on va mettre en place, c'était voilà, une analyse d'une procédure de classement qu'on avait trouvée, etc. Alors, est-ce que ça valorise la régularité? Et je finirai là-dessus. Dans le classement au golf, pendant longtemps, on a dit il y a de bonnes journées et de mauvaises années. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que votre index au golf, c'est quelque chose que vous avez beaucoup de mal à battre. Parce qu'en réalité, le classement au golf est fait de telle façon que votre index, c'est presque votre record. Presque. Et donc, pour battre son record, évidemment, ça n'arrive pas tous les jours. Sauf si on est en progression permanente, mais je parle d'un joueur stable. Et donc, il y a des procédures de classement où finalement, on a du mal à perfer, parce que la probabilité de perfer, par le système lui-même, peut éventuellement être trop faible. Et donc, c'est tout ce genre d'écueil qu'il faut essayer d'éviter quand on réfléchit à une procédure de classement, sauf si c'est éventuellement une volonté claire et affichée d'être sur ce modèle-là. Je vous ai mis un certain nombre de références, ça correspond en gros à toutes les conférences ou tous les petits papiers ou articles que j'ai pu écrire sur ces problématiques de classement, juste pour vous dire que ça a commencé en 2005, avec une thèse de Nicolas Paris, qui était un très bon joueur de tennis, et où on a essayé de comprendre la procédure de classement au tennis. Alors là, c'était pas une mince affaire, il a fallu une thèse, à la fois la comprendre, la regarder dans son approche historique, etc. Et puis le tennis de table, un peu de golf, et maintenant, bientôt, du badminton. Et puis du football, évidemment. On a un article récemment avec un collègue qui s'appelle Christophe Lay sur, là, pour le coup, des modèles plus sérieux de prévision de matchs de football que simplement essayer de voir si le classement Elo permet de sortir quelque chose de pertinent. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Voilà, déjà une question. Moi, je m'attendais à plein de choses sur le rugby. J'ai pas entendu. Je m'attendais à plein de choses sur le rugby quand même. Bah alors, il se trouve que j'ai donné, à ma décharge, la deuxième ligne 2023, c'était la semaine dernière. La vidéo va être en ligne. On attend d'avoir l'autorisation de tous les participants. On a fait une journée qui s'appelait Data Science Rugby à Bordeaux la semaine dernière parce que Bordeaux organisait autour de la Coupe du Monde de rugby un tournoi universitaire international sur invitation.
ce tournoi à Waseda il y a 4 ans. Bordeaux a été finaliste. Ils ont proposé d'accueillir en 2023. Et autour de ce tournoi où Bordeaux, les filles ont gagné le tournoi, il y avait 6 équipes féminines internationales. Les garçons, il y avait 6 équipes, ils ont fini 2e. Et moi, j'étais chargé d'organiser une petite journée autour du rugby. Et j'ai parlé de prévision au rugby. Voilà, donc faut pas faire 2 fois la même chose en 2 semaines. Mais je peux en parler. Merci pour votre intervention. Bon, je suis pas mathématicien, j'ai fait des maths dans le temps, mais c'est un peu complexe les équations. Par contre, est-ce que pour le tiercé, les chevaux ont des handicaps? Est-ce que ça suit la même loi? Alors, les handicaps au tiercé, à ma connaissance, en tout cas à l'époque où je me suis posé la question de savoir si j'allais faire fortune en pariant au PMU. Et j'avais de l'espoir, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Le handicap, il est lié à des gains. C'est-à-dire que quand un cheval gagne beaucoup de courses, effectivement, on considère qu'il est un peu meilleur que les autres et on va lui donner une distance un peu augmentée. L'idée, c'est pour rebattre un peu les cartes. Ça, on est d'accord. Donc, de ce point de vue-là, ça ressemble à ça. Après, ça pose d'autres problèmes dans le hippisme, c'est que du coup, les chevaux, éventuellement, évitent de gagner trop pour pas avoir de course à handicap, ou au contraire, vont aller au handicap, mais à ce moment-là, sont pas forcément bons, et donc après, ils vont rien gagner. Donc, il y a tout un tas de problèmes autour de la notion de course à handicap au hippisme, mais l'idée est la même, pour moi. Bon, sauf que la notion de probabilité de victoire est plus complexe quand on a 20 chevaux au départ que quand on a 2 équipes, quoi. Parce que là, la concurrence n'est pas la même. Ça se rapproche un peu du golf de ce point de vue-là. Quand vous avez un joueur qui va jouer contre 100 personnes en même temps, enfin, le vainqueur finalement aura battu les 100 autres qui vont faire la même chose en même temps, on n'est pas sur le même type de problème. N'hésitez pas, hein, je ne paierai pas plus cher. La FIFA a un classement officiel. Est-ce que ce classement officiel utilise ce type d'algorithme ou un autre? Alors, je ne le connais pas en réalité. La question que je peux poser, c'est est-ce que c'est un classement uniquement pour dire voilà l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, et donc c'est un classement qu'on pourrait dire non paramétrique, ou est-ce que ça dit l'équipe de France, elle a 3230 points, l'équipe ceci, elle a 3800, etc. Je le connais pas en vérité. Il est comment? C'est le deuxième type. C'est-à-dire... Oui, donc il y a vraiment des points qui ne sont pas du tout constants entre chaque équipe. Voilà, oui, il y a des points. Bon, donc a priori, oui, c'est basé... A priori, ce genre de classement est basé sur le classement Elo. C'est-à-dire sur l'historique des victoires et des défaites, avec éventuellement des poids différents en fonction du type de compétition. Il y a des matchs amicaux. On parle de classement international. Hein. Oui, c'est ça. Donc il y a des matchs amicaux, il y a des matchs officiels, etc. J'imagine... Les points acquis dépendent de l'adversaire. Ah oui, bien, enfin, de l'écart avec l'adversaire. Oui, l'écart avec l'adversaire. Oui, de toute façon. Mais ça, c'est un principe vraiment... c'est le cas au tennis. Enfin, même dans des classements qui s'éloignent apparemment du classement Elo, et je pense que vous l'avez compris, le tennis de table est assez proche du classement Elo en réalité. Mais si je prends le tennis, et alors si je prends le badminton, ça vraiment donne l'impression d'être très éloigné. En réalité, il y a toujours cette idée que l'écart entre les 2 joueurs en termes de classement va compter d'une manière ou d'une autre. C'est pas la même chose de battre quelqu'un de beaucoup plus fort que de beaucoup plus faible ou de niveau égal. Ça, c'est clair. Parce que c'est pertinent derrière. Hein. C'est efficace en termes de progression dans le classement. Si on disait juste une victoire, ça vaut 1 point, une défaite, ça vaut -1, sans regarder l'écart entre les 2 joueurs, on y arriverait, hein, mais il faudrait beaucoup de matchs. Du labo quand même. Je me demandais pour le football, dans le cas du football, donc pour les prévisions des résultats des matchs, est-ce que vous avez comparé les prévisions obtenues donc sur la base de données historiques, celles obtenues sur la base de expected goal et celles des bookmakers? Ah, alors ce qui est certain, c'est que là, c'était plus un exercice pour voir dans quelle mesure juste la variable classement Elo
en la regardant du coup avec deux variantes, mais qui sont très proches en réalité, en moyenne, ce que ça pouvait donner comme caractère prévisionnel du match de football. Parce qu'on comprend bien que le match de football, c'est l'endroit où on sera toujours le plus mauvais. Il y a tellement, le résultat est tellement aléatoire qu'on ne sera pas bon, parce que l'objectif, c'est quand même de prédire le résultat. Du coup, j'en arrive à les bookmakers. Les bookmakers, ils utilisent beaucoup plus de data que ça. Et en particulier, alors nous, c'est ce qu'on avait fait sur le rugby, par exemple, on fait appel à des experts. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand un modèle, quel qu'il soit, produit une cote ou une probabilité, il y a un expert qui va être éventuellement là pour la moduler, en disant, de toute façon, alors, il y aura sans doute un jour des IA qui sont capables d'intégrer finalement tout ce que pensent tous les gens de la Terre. Mais jusqu'à présent, on n'y est pas encore. Et donc, on sait ce qu'on donne comme alimentation et comme data quand on fait de la stat, peu importe le niveau de stat qu'on fait, apprentissage, machine learning, ce qu'on veut, et on sait ce qu'on n'a pas pu lui donner. C'est-à-dire éventuellement l'info de la veille. Alors, si c'est carrément un joueur de l'équipe, là, éventuellement, il faut remouliner le modèle en disant il ne jouera pas. Donc là, ça, c'est possible. Mais en revanche, des choses du genre, tiens, cet individu-là, il va être un peu moins en forme parce qu'il y a eu telle chose. Donc, comment je l'intègre? Voilà. Donc clairement, là, pour le coup, autant sur le rugby, l'étude qu'on avait faite, on avait comparé avec les codes des bookmakers, et là, on s'en sortait pas mal, parce que j'avais des avis d'experts, parce que j'avais l'historique, et parce qu'on avait un modèle qui était finalement pas idiot, et puis parce que le rugby, c'est déjà très prévisible. Déjà, la victoire à domicile, c'est 70%. Donc, vous jouez à domicile, vous pouvez prédire déjà 70% de la victoire. Et puis, les conditions météo, on sait que ça réduit l'écart entre les deux équipes, et donc en général le nombre de buts d'écart. Et on était sur du pari à handicap. Donc on étudiait un modèle particulier pour un type de pari particulier. Et là, au football, c'est aussi la même chose. Ce qui a été travaillé, puisque j'ai un doctorant qui a fait sa thèse dans dans une entreprise de paris sportifs bordelaise. Le football, en gros, sans aller dans les joueurs, rien qu'avec les variables d'équipe et de passé, il avait plus de 70 variables pour arriver à capter quelque chose. Parce qu'il faut aussi la position. Si on prend c'était la Ligue, la Ligue 1. Il faut savoir où est le match dans l'année et quelle est la position de toutes les équipes à ce moment-là. Parce que l'idée que ce soit un match important ou un match moins important, est-ce qu'on est à domicile, est-ce qu'on est à l'extérieur? Donc le nombre de variables qui va être intégré pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus fin est important, mais il y a surtout autre chose. C'est qu'en réalité, à la différence des courses de chevaux, là, le bookmaker, il prend vraiment un risque, puisque à chaque fois qu'il vend un pari, il le vend à une cote donnée, et cette cote, elle ne changera plus. Alors que quand vous faites du pari mutuel hippique, eh bien, vous pariez à 3 heures sur une cote, et puis la course a lieu à 5 heures, la cote a changé, votre pari, c'est sur la cote de 5 heures. C'est pas sur la cote de 3 heures. Pour les autres paris sportifs, c'est pas ça. Vous prenez un ticket, moi j'ai parié A contre B, à 5 contre 1, et même si au moment du début du match, on est passé à 3 contre 1, moi j'ai mon pari à 5 contre 1. Donc la problématique des bookmakers, c'est effectivement d'essayer de trouver les bonnes cotes. Enfin, déjà, on n'a pas les probabilités quand on regarde les bookmakers. On voit que les cotes qu'ils proposent et on essaie d'en déduire les probabilités. Alors, il y a la marge, ça s'enlève assez bien. En revanche, c'est la probabilité qui leur fait prendre le moins de risques financiers. Et donc, on a toujours cette petite problématique de savoir est-ce que cette probabilité déduite des cotes, elle correspond bien à un modèle de probabilité qui a pour but de vraiment donner les probabilités ou pas. On prenait l'exemple du PSG, parce que quand je travaillais avec cette société, le PSG était très très haut, et elle dit, la responsable du service data me disait, le PSG, on est super embêtés, ils perdent jamais. Mais en réalité, ils perdent pas jamais. Ils perdaient une fois dans la saison. Mais une fois dans la saison, c'est pas du tout jamais. Puis, je sais pas, 30 matchs, une fois sur 30, c'est presque pas un événement rare. Et c'est vrai que par rapport aux autres qui perdaient une fois sur 2 ou une fois sur 3,
ça faisait une vraie différence. Et ça leur posait d'énormes problèmes sur les cotes qu'ils allaient fournir, parce qu'ils savaient que les gens allaient mettre massivement de l'argent, et donc il y a même de temps en temps des paris qui n'ouvrent pas, parce qu'on se rend compte qu'entre la cote qui serait correcte et le fait que les gens vont se masser dessus, et alors parlons pas de la Coupe du Monde de football, quand la France joue, il y a des moments, c'est une catastrophe pour eux. Donc ils prennent pas une cote qui est réelle, ils vont prendre une cote qui fait que même le parieur qui a envie de parier pour la France, il va aller parier de l'autre côté parce qu'il a l'impression quand même que, en termes de roulette, c'est meilleur de l'autre côté. Pour que les mises s'équilibrent un petit peu et qu'en réalité, le risque financier, ils ne cherchent absolument pas à faire de l'argent sur un coup. Ils aimeraient se retrouver comme au pari mutuel, parce qu'au pari mutuel, l'État ne prend aucun risque. Il redistribue 50 et quelques pourcents des mises parce que les cotes évoluent au cours du temps et qu'il y a donc zéro risque. Les bookmakers, c'est différent. Donc ça, c'est le problème de l'analyse des cotes des bookmakers, c'est qu'on a ces biais-là qui peuvent jouer. Merci. J'ai une deuxième question. À propos du classement Elo, je crois qu'aux échecs, en fait, quelque chose qui était introduit, c'est une espèce d'inertie du classement Elo. C'est plus vraiment la formule initiale qui est appliquée, je crois, mais par exemple, il faut avoir un certain nombre de victoires successives pour vraiment gagner beaucoup de points. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé ça aussi. Ce classement Elo, là, c'est vraiment la théorie. Chaque fédé l'adapte en fonction, finalement, de son activité. Je vais prendre un exemple. Au football, une équipe, peut-être dans l'année, elle va jouer 20 matchs, 30 matchs, 50 matchs. Au ping-pong, ça va être 200. Donc, en fonction déjà de ça, la question, c'est effectivement comment on va mettre un poids éventuellement sur l'historique. Donc, il y a déjà un coefficient qui est la volatilité, on peut jouer dessus. Mais il y a aussi le fait de dire, mais si vous n'avez pas joué suffisamment de matchs dans la saison, je vous retire des points. Et donc, autour de ce... C'est pour ça que le classement au tennis de table, en réalité, c'est un classement Elo au départ. On l'a compris, d'abord en le regardant, on doute. Mais autour de ce classement Elo, tout un tas de choses qui ont été rajoutées pour encourager les gens à jouer, pour éventuellement faire que les gens qui n'ont pas joué beaucoup, ils vont se retrouver déclassés. Donc, votre classement à la fin de la saison, ce n'est pas juste le résultat de l'équation mathématique du Elo, c'est quelque chose qui est travaillé. Et c'est ça qui est, en tout cas, intéressant pour moi, en tant que chercheur, c'est que chaque sport, chaque fédé, va avoir des problèmes spécifiques à régler. J'ai travaillé un peu pour la fédération d'échecs, de bridge. Alors, le bridge, c'est très compliqué parce que le bridge, c'est un jeu qui ne se joue qu'en paire, mais pas tout le temps avec la même paire. Et donc, il faut classer individuellement des joueurs qui jouent en paire, mais qui ne jouent pas en paire toujours avec eux-mêmes. Et avec des effets de bord incroyables, c'est-à-dire que des joueurs moins bien classés jouent avec des joueurs très bien classés, parce que ça va permettre normalement aux joueurs les moins bien classés de monter dans le classement, donc des effets pas souhaités, ou au contraire souhaités. Chaque fédé elle a sa politique de développement, sa politique par rapport à ses adhérents et ses licenciés. Mais il n'y a pas de sport comparable, donc on ne peut pas juger qu'une méthode est pertinente à un endroit et qu'il suffirait de la calquer de l'autre côté. Et là, je le revois bien avec la fédération de badminton. Là, il y a la question de gens qui jouent beaucoup en double et aussi en simple. Et il faut être capable, avec des matchs de double, de classer les gens en simple. Au-delà de simplement, quand ils jouent en simple, on les classe en simple. Et tout ça doit être un peu harmonieux pour éviter de mal, pour une seule chose, éviter de mal classer les gens, de mal les évaluer en termes de niveau de jeu. À une époque, on regardait les gens jouer et on disait tu vaux tant, puis on comptait combien, sur un bout de papier, on envoyait sa feuille. S'il y en a qui ont fait du tennis ou du ping-pong il y a 30 ou 40 ans, on envoyait une feuille avec les résultats, c'était vérifié un petit peu, et puis il y avait une commission qui disait alors là ça joue 15-4, là ça joue 15-2. Là, pour le coup, c'est fini ça, à peu près. On a scientifisé un petit peu les classements, mais ça avait son intérêt quand même. Localement, les commissions de classement connaissaient à peu près tous les joueurs. En vérité, il y en avait plein. Il y en avait au niveau départemental, régional, national. Et en fonction du niveau des joueurs, on les connaissait. Et donc, il y avait une partie subjective
dans le classement à la fin de l'année. Oh, ça se discute. Ah, encore une question. Juste, est-ce que c'est pertinent ou c'est un intérêt? Pour exemple, une course cycliste, un Tour de France, il y a 5 coureurs qui peuvent gagner. On les connaît, les 5 coureurs. Est-ce que ça a un intérêt de faire des statistiques là-dessus? Alors là, vraiment, tout ce que je vous ai présenté, c'est pas du tout pour classer le haut niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de classer l'exception, on est en train d'essayer de classer la masse. Quand on parle de ces 5 coureurs, en réalité, et c'est pour ça qu'on est plutôt sur du classement presque individuel et aussi une part de subjectif. C'est-à-dire que soit on a une procédure qui dit, c'est simple, hein, vous arrivez premier, deuxième, troisième au Tour de France, ça vaut tant de points, vous arrivez là, ça vaut tant de points, et puis on vous met un nombre de points. Donc on peut l'imaginer. Mais en réalité, pour ce type de personnage, en tout cas, moi, quand la question, elle se pose toujours. Qui est le plus grand joueur de tennis de tous les temps? Qui est le plus grand golfeur de tous les temps? Est-ce que ça, on sait comparer? Est-ce que ça, on sait faire? Et puis, je sais pas. Oui, il y a forcément... Alors, comment on fait là au cyclisme? Je réponds quand même à la question. Au cyclisme, en fait, on a réglé le problème autrement. Il y a un championnat du monde sur route. C'est une course à un moment donné. Et là, on dit, tiens, lui, ce sera le champion du monde. Donc, d'une certaine manière, on l'a classé. Et puis, on aura même un deuxième et un troisième. Mais c'est le cas en athlétisme. En athlétisme, il n'y a pas de classement mondial. Il y a juste des gens qui, aujourd'hui, ont réalisé la meilleure performance mondiale de la saison, etc. On va considérer que c'est le meilleur en ce moment. Mais voilà, est-ce qu'on peut mettre des classements partout? Ça, c'est pas non plus évident. En revanche, là, c'est vraiment la problématique, c'est d'imaginer qu'on a vraiment des centaines de milliers de personnes et qu'à un moment donné, ils vont se rencontrer plus ou moins. Et il faut d'être capable de les ordonner, ce qui fait que moi, un jour qui est joué uniquement du côté de Vannes, je vais me retrouver à jouer quelqu'un du côté de Bordeaux, et miracle, alors que tout nous sépare, en tout cas géographiquement, qu'on ne s'est jamais rencontrés, qu'on n'a même jamais rencontré des gens qui se sont rencontrés, le rapport de force, il est correctement mesuré par notre classement. Ça, c'est assez intéressant. Les gens qui sont à la tête, ils se jouent énormément. Alors là, pour le coup, si on veut faire des stats Djokovic, Nadal ou autres, ils se sont joués 50 fois, 60 fois, on commence à avoir une idée. Indépendamment d'ailleurs de ce qu'on pourrait faire par ailleurs, c'est-à-dire comment les classer eux en se servant des victoires qu'ils auraient eues contre les autres. On aura peut-être plus d'informations en regardant comment ça s'est passé entre les deux. Ça aussi, ça peut être important. Vas-y, Gilles, je t'en prie. Peut-être une toute petite question. Donc, tu as effectivement... merci en tout cas pour cet exposé qui était d'une grande qualité et puis le fruit aussi de nombreuses années de recherche. Et tu as beaucoup parlé des pouvoirs prédictifs, notamment je vois un papier sur les classements Elo. Et notamment, est-ce qu'il existe, ça je sais que oui, hein, est-ce qu'il existe d'autres approches que les classements Elo en pratique, donc sur des problématiques diverses, notamment dans le cadre des échecs par exemple, et qui peuvent être peut-être plus pertinentes et plus adaptées à certaines configurations, c'est-à-dire je pense à des modèles basés sur des distances par exemple, qui permettent de classer des objets, ou notamment des joueurs. Donc il y a des modèles de type les modèles de Mallows par exemple, qui semblent assez adaptés à ce genre de cas de figure, ou des modèles de Mallows généralisés. Est-ce que c'est des modèles qui sont utilisés dans ce cadre-là, ou pas du tout ça? Alors, oui et non. Oui, parce qu'on comprend que c'est sans doute une meilleure façon de classer les joueurs, donc d'estimer leur niveau. Et malheureusement non, parce que le problème de ça, c'est que c'est en général pas quelque chose, c'est pas facile de construire quelque chose de séquentiel. On aime bien à un moment donné avoir une image et pouvoir classer les gens à ce moment-là. Donc il y a le problème de la séquentialité, et puis il y a l'énorme problème de la simplicité et de la compréhension des licenciés. C'est-à-dire que vraiment la problématique du classement, et pourquoi c'est pas optimal, et pourquoi finalement des choses un peu simples et moins efficaces que d'autres émergent,
et que parfois dans certaines fédés, il y a des choses plus complexes qui sont acceptées parce qu'il y a éventuellement des fédés qui arrivent et des licenciés qui arrivent à comprendre que l'important, c'est pas de comprendre le classement, c'est qu'on soit classé le plus justement possible. Et vous nous faites confiance. Mais en même temps, on sait pas. C'est toujours compliqué quand on arrive à une compète de pas savoir ce qu'on risque. Or là, clairement, plus le classement est compliqué et voire pertinent, moins on maîtrise individuellement qu'est-ce qui peut se passer comme chance, etc., par rapport à un engagement qu'on pourrait avoir. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier derrière, c'est que les gens qui sont sensibles au classement et qui s'intéressent au classement, les joueurs, par exemple, au niveau régional ou national, ils ne peuvent pas se lancer dans l'aventure. Ce jour-là, ils ne sont pas très en forme. Ils ont le choix, je participe à cette compète, je participe pas. Je fais quoi ? Si je ne sais pas ce que je risque, si vraiment c'est une nébuleuse derrière, même si je sais que derrière le classement sera juste, enfin, il sera meilleur peut-être que ce classement très séquentiel, mais qui permet de dire j'arrive, peu importe qui, parce que les classements dont tu parles, c'est des classements qui interagissent entre tous les joueurs. Là, on est sur un classement où on a les deux joueurs, ils arrivent avec leurs points, ils repartent, ils savent ce qu'ils peuvent gagner, perdre, etc. Alors évidemment, c'est moins pertinent. Mais en revanche, ça a une vraie simplicité. Donc, tant mieux s'il y a des fédés et des licenciés qui arrivent à accepter l'idée d'un classement plus complexe, plus opaque, mais en même temps en faisant vraiment confiance dans cette méthode. Alors, je ne sais pas, et tu me disais, aux échecs, ça commence à bouger. Ah, je ne sais pas, il me semble que... D'accord, mais ça ne me surprendrait pas, parce que autant c'était les précurseurs dans les années 50 de ce classement Elo, en tout cas en termes d'utilisation, et je pense que c'est la fédé la plus ouverte à ces questions scientifiques de comment... Et effectivement, peut-être que les grands maîtres, ils se disent, moi, l'important, c'est pas que je comprenne comment je suis classé, c'est que je sois sûr que je sois classé au bon endroit. Ça, je peux l'entendre. Voilà. Mais c'est très particulier comme fédé. Et puis alors peut-être quand même aussi qu'aux échecs, ils font énormément de parties dans l'année. Je me rends pas compte. Parce que, par exemple, les matchs de rugby, faut être raisonnable, quoi. Parce qu'on comprend que ça traumatise. Peut-être que les parties d'échecs, en blitz, par exemple, ça peut aller très vite. Ils en font peut-être 10 par jour. Pardon ? Et il y a beaucoup de jeux en ligne, en plus, bien sûr. Même si ça reste un sport à débattre. Tu avais peut-être une dernière, et puis après, je sais pas, je veux pas non plus... Une petite dernière. Ah, mais ça va. Oui, ce sera simple. Merci pour la présentation. Je n'ai pas tout réussi à suivre malheureusement sur la partie mathématique en particulier, mais il me semble vous avoir entendu parler du cas de l'athlétisme au début. Je ne suis pas sûr d'avoir suivi ce que vous avez dit, parce que je comprends, enfin on le voit avec les notes finales, que vous n'êtes pas forcément intéressé vraiment à l'athlétisme. Alors, dans l'athlétisme, je vais différencier deux choses. Le décathlon, parce que c'est très particulier, parce qu'on transforme les perfs en points, et ensuite on additionne et on va obtenir un classement sur 10 épreuves pour la compétition. Et toutes les autres épreuves où finalement vous prenez le saut à la perche, qui c'est qui est classé premier de la compétition ? De toute façon, on classe les gens au moment de la compétition. Il y a des minima pour arriver à une compétition, et ensuite vous avez votre compétition et vous pouvez être premier. Donc en gros, j'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment d'enjeu de classement ou de problématique de classement dans les sports athlétiques. Enfin, Usain Bolt, c'était le coureur le plus rapide de tous les temps. Ok. Est-ce qu'il était numéro 1 mondial du 100 mètres ? Je ne sais pas est-ce que ça existe. Moi j'ai l'impression que ça n'existe pas. Voilà, je peux pas l'affirmer, mais j'ai le sentiment que justement c'est des choses qui sont en train de changer, et c'est pour ça que je me demande si c'est pas quelque chose qui peut être intéressant à étudier. Ouais. Je peux l'entendre, mais à ce moment-là, on pourrait imaginer que si on, c'est pas par rapport aux autres qu'on se classe. Moi, si j'imagine le 100 mètres, je vais classer l'individu en essayant d'être capable de dire quel est le type de performance qu'il peut réaliser. Par exemple, allez, il peut réaliser 9,60. Et l'autre, il peut réaliser 9,70. Donc je vais dire, 9,60, il est devant 9,70, et puis finalement, son classement, ça pourrait être ça.
le nombre de victoires ou de défaites, ce que j'ai du mal à envisager, c'est comment on les classerait. Eh ben, c'est ce qui est déjà en place, à ma connaissance, notamment dans le, si je dis pas de bêtises, dans le cas du trail. C'est sous la forme d'une cote. Mais c'est pas uniquement dans le cas du trail, parce que il y a selon la Fédération internationale d'athlétisme, World Athletics, à ma connaissance, il y a un ranking, ils appellent ça, je crois, il me semble, mais c'est aussi, je pense que c'est l'idée d'une cote. Qui classe en fait les athlètes selon, je ne sais pas quels critères précisément, mais pas uniquement selon le simple chrono pour des coureurs, par exemple. Alors je l'entends pour le trail, parce que le trail, le problème c'est que le temps, il n'y a pas de temps de référence, puisque ça dépend du parcours, et que là ce qui va être important, c'est l'ordre et les temps d'arrivée. Et donc là, je peux comprendre qu'on essaye de mettre en place des classements pour essayer de dire, au regard d'une année d'activité, comment on peut classer les uns par rapport aux autres. Sur une année, oui. Alors là, je l'entends. Mais en revanche, moi, sur de la performance pure normée, sans hauteur, j'ai du mal à concevoir l'idée qu'il y ait la notion de victoire soit importante. Pour moi, c'est la notion de performance qui est importante et qui permet de classer. Vous avez sauté 2,30 m cette année, vous êtes le recordman du monde de l'année sur la hauteur. Vous êtes le premier. C'est comme ça que j'ai envie de classer les gens à ce moment-là. Mais sur des compétitions, effectivement, où fondamentalement, il y a une compétition aussi entre les gens, parce que le temps ne parle pas, là pour le coup. Ça dépend des conditions météo, ça dépend d'un tas de choses quand même, on est d'accord? Oui, voilà. Justement, et quelles variables on intègre? Oui. Ben je sais pas, faudrait que j'aille jeter un œil en tout cas pour savoir comment ils arrivent à classer au regard de toutes les performances de tous les athlètes. Je me demande s'ils font pas des trucs un peu plus en essayant de regarder finalement un individu comme un point dans un espace et d'essayer de comprendre comment on arrive à regarder tout ça. Et de voir finalement qui est le meilleur, alors là pour le coup au global de la saison. Après ça peut être lissé, en général il y a des races, ça dure 1 an. Et c'est ce qui se passe au tennis en ce moment. C'est-à-dire qu'on regarde tout ce qu'on a fait la dernière saison pendant 1 an et on poursuit. Le classement Elo, c'est pas ça, par exemple. Le classement Elo, il prend tout depuis le début et vous progressez ou pas. Oui, parce qu'il y a aussi, ça me revient en tête, mais vous parliez des championnats du monde en athlétisme. Il y a pour ce que vous appeliez les formats de tournois de mémoire. Vous avez la la dimension des phases qualificatives. Qualificatives, tout à fait, et après différentes étapes jusqu'à une finale. Hein, donc, oui, mais vous êtes d'accord que c'est plutôt des minima. Donc c'est pas il faut être meilleur qu'un tel ou tel, c'est il faut faire au moins tant pour être à ce championnat. Et ensuite, si on prend le disque, vous avez d'abord 3 ou le marteau, 3 essais. Là, il faut être dans les 8 premiers. Mais c'est à l'instant. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle mesure un classement. En fait, je ne sais pas à quoi il sert au niveau international. En plus, il n'y a pas beaucoup de paris sportifs là-dessus. Non, je ne crois pas que ce soit très développé, effectivement, mais ça reste un sport individuel après. Hein, donc vrai que, oui, mais c'est pas un sport où il y a un vainqueur et un perdant. Tout ce qu'on a vu là, c'est plutôt du bilatéral. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Ça reste dans la nature même de la discipline. À la boxe. Mais il y a différentes dimensions qui sont intégrées dans les classements en athlétisme, comme la notion de niveau que vous évoquiez je crois que c'était dans le tennis de table, niveau régional, national. Ça, c'est des choses qui sont intégrées. Hein, tout à fait. Ah mais qu'il y ait des niveaux, on est bien d'accord. Et ces niveaux, ils participent en réalité, en général, à des minima et des maxima. C'est-à-dire que sur un 100 mètres, vous courez entre je sais pas, 11,3 et 10,8, vous êtes régional. Entre 10,8 et 10,3, vous êtes national. Et puis, en dessous de 10,3, vous êtes international. Pour moi, c'est vraiment basé un peu comme ça. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est pas des comparaisons. Oui, tout à fait. Après, il y a la dimension, là, je sais pas, oui, puisque ça restera toujours la même chose, même dans la considération de l'athlétisme par équipe,
qui se développe de plus en plus, mais bon, ce sera toujours la même problématique. Mais ça, c'est pour ça que j'évoquais le décathlon. C'est parce que le décathlon, c'est pas une équipe, mais c'est quelqu'un qui fait 10 épreuves. Et là, les barèmes au décathlon, pour définir qui va être vainqueur, etc., là, il y a des vraies questions. Oui, là, il y a des enjeux dans l'athlétisme avec des méthodes de réflexion sur, finalement, comment classer des individus qui ont fait 10 épreuves avec des performances variées. Alors aujourd'hui, c'est la notion de barème, mais ces barèmes, ils sont discutables. Merci en tout cas.